Le caissier de la BNCI, à Nancy, revêtu de son uniforme, officier enfermé dans une cage de verre, avec tout autour de lui des tiroirs et des casiers contenant les coupures de différentes valeurs. Derrière son guichet grillagé, je le voyais compter à toute vitesse les liasses de billets après avoir enlevé les épingles qui les attachaient. À intervalles réguliers, il mouillait son index ou son pouce dans un petit réceptacle, une espèce de boîte ronde contenant ce qui devait être une éponge découpée à la forme de cette boîte. J'aimerais bien savoir, maintenant, si le caissier de la BNCI a vécu vieux, si le fait de compter toutes ces coupures, dont la somme représentait sur toute une vie d'employé une quantité d'argent abyssale, lui avait constitué une épargne santé en faisant mieux circuler son sang. Ce rapport quotidien à l'argent l'avait-il apaisé, comme l'enfant s'apaise en laissant ses mains sous le filet d'eau, comme s'apaise le pêcheur, les jambes à mi-cuisse dans le courant de la rivière? Ou avait-il dépéri, désespéré par sa dérisoire retraite de caissier trop vite comptée par ses doigts expérimentés? Le commerçant du propre, le pharmacien, dont l'officine était un peu plus loin de notre maison, un peu plus loin que l'épicerie, m'apprit la sensualité liée à la manipulation des boîtes de médicaments. Avec sa blouse blanche, ses mains soignées aux doigts longs et effilés, sa voix douce, le pharmacien ébauchait sur son visage un petit rictus de satisfaction chaque fois qu'il avait fini d'accumuler sur le comptoir toutes les boîtes de tailles différentes. La plus lourde était celle contenant du sirop, la plus légère celle qui contenait des plaquettes de comprimés d'aspirine. Il les empilait les unes sur les autres, édifiant une pyramide instable. Pour reporter les noms de chaque médicament sur son grand registre, il saisissait chaque boîte du bout des doigts de sa main gauche et le retournait jusqu'à ce qu'il trouve la face sur laquelle était collée la vignette indiquant le prix. Bien qu'il le fasse très délicatement, j'entendais le son que faisaient les boîtes en carton en s'entrechoquant. Je regardais l'enchaînement de ces gestes comme un ballet dont le pharmacien jouissait visiblement. Cela donnait à leur contenu un intérêt qui allait au-delà de leur vertu thérapeutique. Cette plus-value donnée aux objets par leur manipulation créait deux plaisirs, celui du manipulateur et celui d'observateur. Parmi les manipulateurs, le boucher m'impressionnait le plus. Après avoir fait claquer son morceau de viande sur la table de découpe, il saisissait le couteau dans un mouvement dont l'ampleur était sans mesure avec la tâche à accomplir. C'est avec son corps tout entier qu'il découpait le beefsteak. Le rôle de la main gauche était d'apprêter le morceau en l'étalant par à-coups sur le bois de l'établi, puis de déposer une à une les tranches sur le papier huilé. Il prenait ensuite l'ensemble avec le creux de sa main et le glissait sur le plateau de la balance avec la même dextérité que celle du pizzaiolo quand il fait glisser la pizza à cuire de sa pelle au fond du four. La caissière, la femme du boucher, guettait le résultat du travail de son mari. Elle avait la tranquille assurance des assistances toutes pailletées d'or des prestidigitateurs, et le dong du tiroir-caisse au moment du paiement était là pour saluer l'artiste. Selon les jours, le boucher allait dans la chambre froide. Par le sas entr'ouvert, je le voyais dépecer un quartier de bœuf pendu au croc. Il officiait avec une assurance brutale dans ce qui était sa coulisse. Sitôt la porte du frigo fermée à l'aide de son pied, il reprenait l'élégante démonstration de la découpe du morceau sur la scène éclairée du magasin avec les clients comme spectateurs. Ceux-ci se tenaient immobiles,
timidement attentifs, le cabas au bout du bras. Quand ils osaient parler, c'était toujours pour répondre aux questions du boucher qui, en maître absolu des lieux, avait toujours l'initiative de la parole. Les longs couteaux qu'il aiguisait ostensiblement sous le nez des clients avaient sans doute leur part dans le respect que le boucher leur inspirait. Mais la grâce de ces gestes faisait oublier la chaîne de barbarie dont il était le maillon ultime. L'élevage, le transport des bêtes, le rabattage et la découpe. L'épicerie était la tête de pont du monde paysan en environnement urbain. Et ce n'était jamais vécu comme un défaut de voir sur la coquille d'un œuf un brin de paille collé par la fiente ou le duvet d'une plume. Et ce n'était jamais vécu comme une négligence de trouver encore beaucoup de terre sur les pommes de terre, même si cela en modifiait le poids, donc le prix. Il y avait aussi les petits cailloux qu'enfants on nous laissait chercher dans les lentilles sans nous avoir jamais expliqué pourquoi les lentilles avaient cette particularité qui réclamait leur tri. Les intermédiaires de l'industrie agroalimentaire ont changé tout ça. Les méthodes de conservation et d'hygiène ont donné des produits calibrés et hiérarchisés selon leur taille et leur origine. Ces traces de terre et de fiente, gages de qualité et de proximité des producteurs, sont maintenant réservées aux petits marchés en plein air ou aux magasins bio. À l'opposé, la propreté stérile de la pharmacie était également vécue comme un gage de qualité. Je jouissais autant du spectacle des mains calleuses de l'épicière que de celui des mains blanches et soignées du pharmacien. Et je trouvais les deux métiers aussi légitimes l'un que l'autre dans leur rapport opposé à la propreté. Et le sang sur ses mains, que le boucher essuyait avec ostentation sur son tablier, drapeau sanglant de sa corporation, témoignant de la barbarie du métier, ne me gênait pas non plus. Comme pour atténuer encore cette omniprésence du sang, je remarquai que la caissière avait les ongles peints, une permanente, et sentait fort le parfum quand on s'en approchait pour payer. Mais elle rejoignait soudain le boucher et ses gestes violents quand elle empalait les tickets de caisse sur le clou qui se trouvait tout à côté d'elle. Revenu de la pharmacie, j'essayais moi aussi, après les avoir sortis de leur sachet, d'empiler les boîtes de médicaments. Je reproduisais les jeux de construction que j'avais vu faire par le pharmacien, mais je trouvais mes mains moins belles que les siennes. J'aime l'odeur de la cire froide des cierges, qui procure cette fraîcheur odorante dans les journées d'été, quand les rues sont écrasées de soleil, quand tous semblent s'être cachés dans les maisons et que je suis seul dans l'église. Dans ces moments, je déteste les dames zélées qui s'affairent dans le cœur et me dérangent. Était-ce vraiment le moment de changer les fleurs ? J'aimais la vieille chapelle en bois qu'on avait bâtie provisoirement dans mon quartier en attendant l'édification de l'église en dur qui fut construite peu après ma communion. Le plancher qui craquait, les fuites du toit qui faisaient gonfler les plaques du plafond étaient supportées joyeusement à cause du projet de construction de la future église. Il était concrétisé par son plan punaisé dans un coin bien visible de la chapelle provisoire. J'ai toujours été heureux dans les préfabriqués en bois, que ce soit celui de ma classe à l'école primaire ou celui de la chapelle. Tout ce qui est provisoire réjouit, parce qu'il matérialise à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur, mortels, fragiles, provisoires nous aussi. Une coutume de construction des palais en Inde est de laisser une partie du chantier inachevée. Finir chez l'homme, c'est mourir. Pourquoi être satisfait d'habiter une maison finie, donc morte, alors que l'habitation est notre deuxième peau ? Prévoir une chambre pour chaque enfant dans une maison, c'est nier que ce qui est dynamique et vivant quand la famille grandit, c'est de pousser les murs. Et pour l'enfant,
de faire l'effort d'aménager son coin à lui. Ce sont les actes de transformation et le désir de s'adapter qui les sous-tend, qui rendent la fonction d'habiter semblable à nos corps sans cesse en devenir. Dans mon quartier, la perspective de la construction de la grande église en dur, aux vitraux commandés à un artiste, faisait de la chapelle en bois un endroit particulièrement convivial, malgré son inconfort et son architecture rudimentaire. Les vitraux étaient de simples fenêtres. Ce n'était pas la misère, puisqu'il y avait la future construction en ligne de mire. C'était plutôt la pauvreté, ce qui n'est pas du tout la même chose, puisqu'à la différence de la misère, la pauvreté peut faire l'objet de vœux. C'était un endroit pauvre et simple. Peut-être que le provisoire qui dure, souvent regardé comme un défaut, est ce qui permet le mieux à l'imaginaire de s'investir. L'enfant réclame toujours le jouet sophistiqué, réplique en plus petit du vrai objet appartenant aux adultes qu'il convoite. Mais il va s'amuser des heures durant avec le grand carton récupéré après la livraison de la machine à laver. Les camps de toile que sont les marchés ambulants séduisent ceux qui les fréquentent parce qu'ils ont été montés le matin même et seront démontés tout à l'heure. Les forains abandonneront quelques papiers d'emballage et des cartons vides. Ils seront vite ramassés par le service du nettoiement, dont la mission impérative est d'effacer toute trace du marché. Et les employés municipaux s'attellent joyeusement à l'exécution de cette amnésie. Celui qui parachève le nettoyage avec sa grosse lance à incendie jouit visiblement de faire que le marché ne soit plus qu'un souvenir. Il fait place nette. Le montage suivi du démontage est la métaphore du désir, suivi du dégoût. Si désirer vaut mieux qu'avoir, il faut veiller à ce que l'espace du désir ne devienne pas une zone d'impuissance. De temps en temps, il faut réaliser ce dont on a envie afin de garder intacte notre capacité à jouir de tous les désirs que nous n'assouvissons pas. Jouir sans entrave n'est pas jouir. Et une grande part de notre plaisir est nourrie de la revanche sur la difficulté qu'il y a à en avoir. Le cri de l'orgasme, s'il était décrypté et analysé, montrerait qu'il contient plusieurs étages de ressenti. Que c'est bien de jouir, que cela fait longtemps que je n'ai pas joui comme ça, que j'ai de la chance de jouir à côté de tous ces gens qui ne jouissent pas et dont, hélas, je fis et ferai partie. Gratitude à toi, grâce à qui je connais ce plaisir. Et surtout, quelle rage de ne pas être tout le temps dans cet état. Les accents de douleur et parfois de colère que l'on perçoit dans un râle de plaisir sont dus à la prise de conscience de la fulgurance de la sensation et de son caractère éphémère. Notre difficulté à jouir aussi souvent qu'on le voudrait génère de la frustration, et c'est cette frustration qui est criée aussi dans l'orgasme. La jouissance exprime notre débat avec le désir.